Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 86 de C'est qui en pôle. Avant toute chose, bonne année à tous. Et on accueille pour ce débrief Moto I, Moto 3, Moto 2, un camarade podcasteur motocycliste. Kevin, comment ça va Kevin ? Salut, bonjour à tous, merci de l'invitation, ça va et toi ? Bon écoute, ça va très bien. Très bien, très bien. Alors on va parler un petit peu de la boîte à clapet, donc vous avez lancé, que tu as lancé avec deux camarades au début de la saison dernière, mais on va accueillir donc Stéphane qui est là. Comment ça va ? Eh bien, cela va. Écoute, ça l'effectue comme disent les jeunes. Ouais. Ouais. Et Pierre qui est là également ce soir. Oui, salut tout le monde, bonne année comme tu as dit, bonne santé, plein de choses, et puis bienvenue Kevin, ça fait plaisir de podcaster avec toi un petit peu. Eh ben merci, pareillement. Alors avant de démarrer donc les débriefs, Kevin, tu vas nous parler un petit peu de la boîte à clapet. Qu'est-ce donc que la boîte à clapet, Boudiou ? Avec plaisir, c'est un petit podcast comme tu l'as dit qu'on a lancé avec deux collègues, Adrien et Yvan. On a lancé ça au début de l'année dernière parce qu'on avait envie de parler un peu de ce beau sport et de faire des blagues surtout. Nous c'est surtout ça qu'on fait, on dit des bêtises et on se marre. C'est pas très professionnel ce qu'on fait, mais au moins on rigole bien. Bon, c'est pas que des bêtises quand même. Oui. On essaye de trouver un savant mélange de bêtises et d'analyse. Ouais, il y a du bon fond, c'est bonne humeur, j'ai tendance à dire. Donc vous traitez Moto 3, Moto 2, Moto GP. Ouais, c'est ça, on s'égare pas trop sur le reste effectivement, mais on se concentre là-dessus parce que c'est ce qu'on aime le plus, qu'on regarde le plus. Ouais. Surtout une question de temps, je pense, qu'on se consacre pas au reste, mais on essaye de débriefer chaque course après chaque week-end et puis de temps en temps sortir un petit épisode spécial sur un peu d'histoire parce que ça aussi ça nous passionne. Bah oui, je voulais y venir parce que vous avez publié donc récemment un épisode sur les pilotes américains, vous aviez fait un hors-série sur les pilotes australiens. Ouais, tout à fait. À quand les pilotes andorrins ? Alors, c'est un débat qu'on a souvent. À la fin de chaque épisode, je dis, essayez de nous proposer des pays, mais on va nous proposer la Belgique ou le Népal et ça va être compliqué pour le coup. Donc, non, je te dis Andorre, moi. Non, mais tout ce qui défiscalise en fait. T'as Monaco faux. Aussi, non ? On peut peut-être faire Monaco, Andorre et Suisse, ouais. Grosse nation, Monaco, de coureurs automobiles et motocyclistes. On va étudier le projet, ouais. Oh, la Suisse aussi doit pas être mal barrée. Et pas que avec Egerter. C'est pas Egerter qui est suisse, attends, c'est... Si, ouais. Ah, c'est ça, Lutti, il est... Suisse. Ah, il y a quand même deux Suisses. Ils sont de vrais Suisses. Des vrais Suisses, oui, pas ceux qui ont le passeport. Alors, la boîte à clapet, vous publiez en général très très vite derrière le GP. Je crois que vous êtes plutôt le dimanche quasiment, quoi. Tous les dimanches. Ouais, c'est exactement ça. On essaie de publier le dimanche soir. On enregistre dans la foulée, comme ça on est un peu chaud. Et ouais, en général, sur les coups de 21h, l'épisode débrief du Grand Prix qui vient de se passer sort. Ouais. Et donc, vous êtes dispo sur YouTube et sur toutes les plateformes podcast, Apple Podcast. Exactement, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, et puis après, Facebook et Twitter, plus Twitter, là, on est le plus actif quand même. L'origine du terme boîte à clapet, parce que je m'imagine que ça a rapport avec la mécanique. Ouais, en fait, je cherchais un nom un peu drôle et je trouvais marrant le double sens de boîte à clapet. Donc, le clapet, c'est le vôtre. Voilà, c'est le nôtre exactement, plus la petite pièce de mécanique sur nos mobylettes à l'époque, à l'ancienne, quoi. Ça, c'est compréhensible que par des boomers, quoi, parce que honnêtement, tous les fans de Quartararo, ils comprennent pas la référence. Tout bijou. Et si j'avais été boomer, j'aurais eu un emploi à vie. Non, on est post-boomer. Effectivement, j'ai pas pensé à ça, faudra que je change peut-être. non, il est très bien le nom. Tu mets un logo de 103 SP sur le truc, puis c'est... Peut-être, ouais. On pourrait confondre avec une Moto 3. Enfin, ça, j'y viendrai après. Je vous sers une poire, quelque chose, parce que là, t'as pas j'ai l'impression qu'on est parti pour la nuit, là. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré tous les trois. Puis c'est l'esprit boîte à clapet qui vient instiller, là, comme ça. Ah oui, je vais gangréner un peu ce podcast, qui est très sérieux d'habitude, là. Sérieux, attention. Non, quand même pas. Sérieux, parce que c'est beaucoup coupé. On démarre, du coup, pour ce débrief Moto I.
On va faire un petit rappel donc des 5 premiers du championnat. Donc le 5e, Mattia Casadei avec 74 points. Le 4e, Mike Di Meglio avec 75. Le 3e, Dominique Egerter avec 97. À égalité avec Matteo Ferrari, 2 points, à égalité avec 97 points. Et Jordi Torres qui l'emporte au général avec 114 points. Donc les différents vainqueurs de l'année. Donc Torres et Granado en ont gagné une chacun. Et Matteo Ferrari en a gagné 2. Dominique Egerter, 2. Et je pense qu'il doit m'en manquer. Niki Touli qui a gagné la dernière. Alors, on va commencer par Kevin, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu du Moto E? Déjà, est-ce que tu regardes un petit peu les courses? Alors effectivement, on n'en parle pas, je regarde les courses, alors très honnêtement pas toutes, je les regarde quand je tombe un peu dessus. Effectivement, j'avais plutôt une image un peu péjorative du Moto E, je me disais bah c'est pas très intéressant. Alors moi je suis pas très perturbé par le fait qu'il y ait pas de bruit, et la moto a fait pas de bruit, moi ça me dérange pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais ça me perturbe pas. J'avais jamais trop intéressé, là j'ai essayé de regarder un peu les courses de temps en temps, et ça a été plutôt une bonne surprise de mon point de vue. Il y a eu pas mal de bagarres, les courses étaient assez disputées. C'était après, j'ai quelques points négatifs, j'y viendrai plus tard, mais pour le coup, bonne surprise pour moi. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé au final de cette saison? Ouais, de la saison, ou des points forts que tu retires de la saison en fait. Ouais. Encore une saison assez intéressante, un peu comme l'année dernière, disputée. J'ai bien aimé qu'on voit à la fois des gens comme Ferrari rester aux avant-postes, le champion de l'année dernière, mais aussi des nouveaux qui arrivent dans la catégorie comme Agartha et Jordi Torres, qui marquent le coup également, quoi, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc en fait c'est très ouvert, tu peux arriver dans la catégorie et être tout de suite performant. Et puis bon, bah il y a un Français, donc pour ça mérite de suivre. Ouais. L'année prochaine, il y aura Pierre Larry qui va le rejoindre, donc on va voir ce que ça va donner. Je crois qu'il va être chez Tech 3. C'est ça. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne trajectoire, hein, dans le sens où l'année dernière, il y avait un petit peu des pilotes qui étaient là, je dirais pas en touriste, mais qui étaient là pour compléter la grille. Cette année, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus sérieux et bah ça va dans le bon sens. Ils ont besoin de ça. La moto bouge pas trop. Les pilotes ont l'air de s'y faire. Il y a eu un petit peu plus de bagarres cette année que l'année dernière. C'était assez sympa, quoi. Bon, après c'est des courses rapides, donc pourquoi pas. Au niveau des déceptions, Kevin, t'avais noté un petit quelque chose? Moi, il y a des choses qui me déçoivent un peu sur le format en lui-même. Alors, je sais que c'est un problème. Pour l'instant, c'est les limites techniques de la moto qui imposent ça, mais je trouve que les courses sont trop courtes. Alors après, c'est ce qui donne le spectacle aussi, le fait que la course soit courte, donc je pense qu'il faut peut-être trouver un équilibre entre les deux, rajouter un peu, mais sans que ce soit des courses de 25 tours non plus. Pour ça, il faut que la moto évolue techniquement, donc ça va venir petit à petit, je pense. Et par contre, là où je comprends pas, je trouve que ça manque de courses sur la longueur du championnat. 7 courses, c'est assez peu. Alors je comprends que ça coûte de l'argent et qu'ils peuvent pas suivre non plus le MotoGP sur toutes les courses, mais qui suivent le championnat sur je dirais 80% des courses européennes, ça me paraît jouable. Donc voilà, je trouve ça dommage. Quitte à y aller, autant y aller à fond pour que ça devienne une discipline à part entière, quoi. Ouais, qui est peut-être une 10-12 courses, quoi. Ouais, ça ce serait cool, je trouve. Ouais, à la limite, qu'ils fassent pas l'outre-mer, qu'ils fassent pas les US, mais qu'ils fassent un petit peu plus en Europe. Ouais, moi c'est comme ça que je le vois, pour gagner encore de l'attrait, quoi. Ouais, de toute façon, ça va venir avec le temps, je pense. Pierre, au niveau des déceptions, je pense qu'on avait un petit peu la même. Ouais, bah Agartha qui était étonnant cette saison, on l'a toujours vu en Moto 2 avec des hauts et des bas, mais là il était présent, mais 2 courses catastrophiques à la fin lui font perdre le titre. Ferrari, petite déception, il était là, mais il a échoué à reconquérir son titre. Et après, Maria Herrera a fini avant-dernière, donc c'est dommage pour la seule femme du paddock de pas réussir à marquer des points et vraiment toujours être en queue de peloton, même si on sait que la moto est très lourde, etc. Et ma dernière déception, c'est Smith, parce que Smith est parti faire le nombre chez Aprilia en MotoGP, mais il avait des vraies chances pour gagner le titre cette saison en Moto E. Surtout quand on voit que son remplaçant c'est une catastrophe en Moto E, hein. Donc voilà, je suis vraiment déçu pour lui. Je suis sûr pour moi il mérite plus un titre en Moto E que de faire le nombre en MotoGP, mais bon, ça c'est mon avis. Ouais, Smith, c'est compliqué, hein. Bon, après, on va pas faire le débrief MotoGP, mais
C'est chaud, quoi. Bah, Egerter, je te rejoins là-dessus parce que moi je suis déçu pour lui parce qu'il était bien toute la saison et puis il se prend 2 belles cartouches quand même. Hein. Ouais. Putain, il y en a une, mais je sais plus qui c'est qui vient de tamponner en fin de saison là, mais tu le vois venir de nulle part et tu te dis mais il a pas de frein quoi. Et là le gars il traverse 2-3 pilotes et puis il va finir sur Egerter quoi. Voilà, pas de bol. De Angelis, il est pas un peu décevant aussi? Je suis en train de voir le classement. De Angelis, attends, il conduit avec des béquilles. Ah putain, c'est un enfer. Bah ouais, mais attends, ans, t'as vu l'âge qu'il a là? Putain, il est plus vieux que moi. 36, bon, ça va, il est toujours plus jeune que Valentino. Non, il a pas 36 d'Angelis. Ah si, 26 février 84. Oh la vache! Merde, je croyais qu'il y avait plus que ça. Donc du coup, vraie déception quoi. Ouais. Du coup, ouais. Bah ouais, à 36 ans, tu dois encore y arriver quand même. Bah ouais, là, il finit dans les tréfonds. Il fait une 4ème place, mais c'est pas folichon. Ouais, le reste de la saison, c'est pas ouf quoi. Mais bon, après, je sais pas si c'est compliqué ou pas à régler leur affaire là. Non, mais je pense qu'il faut avoir la volonté de rouler aussi. Peut-être on l'a vu avec Lorenzo aux essais pour Yamaha. Je pense que tu peux rouler sans avoir la volonté de rouler, mais du coup tu performes pas quoi. En plus physiquement faut être au point. Les motos elles font 7 tonnes là. Putain, c'est un enfer quoi. La moto quand elle est dans le bac à gravier, tu sais que tu repars pas de toute façon. Il faudrait un système de rebéquillage automatique. Il faut qu'ils fassent gaffe sur certains circuits, ça va faire les ornières comme les bus. Ils font comme en Formule 1, ils mettent des grues télescopiques sur les côtés pour les soulever parce que c'est quand la chute, sinon c'est impossible. Ou alors un zeppelin là, qui vient les chercher. Carrément. Non, oui, bah, comme dans Mario Kart, quand il te repêche avec la petite tortue sur son nuage. Ouais. Moi je propose, hein. Après ils ont pas voulu. J'ai le classement sous les yeux, Siméon aussi, on n'attendait pas un peu mieux de lui, 10ème. Bah Siméon, ouais. Voilà quoi. Ouais, c'est compliqué quoi. Il a fait de meilleures perfs en endurance cette saison. Tu sais qu'en essayant d'être à peu près gentil, en fait c'est encore pire. Ouais. Bon, parce que c'est compliqué, ça veut dire qu'en gros tu t'arrives pas à trouver un truc positif. Genre bah non, mais bon. Siméon. Ouais. C'est dommage. En même temps, faut toujours bien des gens derniers. Hein. Ouais, mais tu vois, typiquement, Alejandro Medina, j'ai jamais entendu parler de lui, quoi. Non, mais Siméon, pourquoi je te dis ça, c'est que malheureusement, pour les gens qui ont été sous les feux des projecteurs du MotoGP, bah, comme c'est les derniers des meilleurs, bah, paradoxalement, on va se foutre d'eux, alors que des gens que je connais pas, je vais pas me foutre d'eux, tu vois. C'est complètement pas gentil, hein, attention, ouais. J'ai conscience d'être un gros connard, mais c'est aussi mon fonds de commerce. Non, mais c'est comme, tu sais, quand on déconne sur Karel Abraham ou Tito Rabat. Ce sont des bons pilotes, on s'entend, hein. Mais malheureusement pour eux, ils ont pointé leur nez en MotoGP. Et comme c'est le Graal, bah, quand t'es dernier, ça se voit. Ouais, mais tu vois, Di Meglio, il a été en MotoGP, c'était pas top. Il a fait quelques courses aussi en 600 avec le GMT, en Super Sport. Là, 4ème au général sur le Moto-E. Au moins t'es là quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ça je suis à 100% d'accord. Vaut mieux jouer le titre ici que les fonds de classement en MotoGP, ouais. Comme disait Pierre tout à l'heure. Ouais. Enfin bon, moi tu me fous en fond de classement en MotoGP, je prends. Mais j'ai pas de fierté. T'as pas le physique. Hein. Non, mais je risque rien à le dire. Hein. Ils vont pas me filer une wildcard, c'est bon. Il te foutrait un drapeau noir au bout de deux tours. Au niveau des surprises, Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ou... Ah bah non, c'est ouais, bon, ça t'as fait le tour. ce que je disais, quoi. La surprise, ouais. c'est Garter qui était tout de suite dans le coup. Dommage qu'il parte en World Super Sport l'année prochaine, si j'ai bien suivi. Je crois qu'il part en World Super Sport. La surprise, c'est Kornfeld, quoi. On n'attendait rien de lui, il nous a quand même surpris. Par sa nullité totale. En fait, ça m'énerve. ça m'énerve que Smith. J'aurais parié sur lui. Ouais, donc Kevin, sur la catégorie, tu verrais quoi un petit peu pour la suite? Pour que l'attrait de la catégorie continue de grandir, ça passe clairement par l'amélioration technique. Ils tendent là-dessus, de toute façon, c'est sûr. Il faut qu'ils arrivent à gagner en autonomie sur les batteries et en poids. C'est le nerf de la guerre de toute façon sur les batteries, sur les véhicules électriques, donc il faut qu'ils bossent là-dessus, mais au niveau bagarre et tout, c'est quand même assez intéressant. Peut-être essayer de ramener un peu plus de têtes connues,
Mais effectivement, un Bradley Smith aurait pu être pas mal. Ça fait un visage qu'on a l'habitude de voir et qui, à mon avis, aurait le niveau pour jouer tout en haut. Donc pourquoi pas, ça pourrait être pas mal aussi, je pense. Ouais. Pierre, ouais. Qu'est-ce qu'on dit ? Une solution, c'est une fois que Rossi aura terminé son contrat avec Petronas, donc soit l'année prochaine, soit l'année encore suivante, que la Dorna réussisse à la tirer un an en Moto E. Non, mais c'est vrai. Et là, clairement, tout le monde suivra cette catégorie. Bon, après c'est Rossi, quoi. Donc on sait ce qu'il amène. Après, est-ce qu'il a envie de courir en Moto E, ça c'est autre chose. Hein. Puis je pense que là où il en est, ils peuvent même pas lui proposer assez d'argent pour le convaincre de faire ça, quoi. Je veux dire, il en a rien à cirer. Mais attends, il y a des écuries satellites en plus qui ont des teams, donc il peut en avoir une. Ouais, c'est possible. De toute façon, parce que il y a des Tech 3, toutes les équipes LCR, toutes les équipes Moto E LCR, sont des équipes qui ont pignon dans une autre catégorie. Il y a du Avintia, il y a Avintia, ils ont un truc. Ouais, Marc VDS aussi. Ouais, Marc VDS, ouais, Pramac. Ouais, Dynavolt, ils sont en Moto 2. Ponce, ils sont en Moto 2. LCR, ils ont 2 pilotes. Bah, je vais plus soyer sur ce que dit Kevin, mais la durée des courses, bah, on sait pourquoi elle est courte. Mais comme en plus les trucs, c'est des péniches, bah, il peut pas y avoir de la baston comme en Supermoto. Donc, globalement, l'expérience téléspectateur, pour moi, elle est pas bonne, mais je modère mes propos en précisant que je trouve ça intéressant parce que de toute façon, si tu commences pas, tu vas pas attendre de faire une sorte de superbike en prenant quand les motos 0 de la marque 0 seront bonnes, les pimper. Non, il faut quand même prendre le taureau par les cornes et puis y aller. Mais là, enfin. Je vais exagérer, on va dire, c'est pas que ça fait de la peine, mais c'est chiant que ce soit court et que les trucs fassent tellement 10 tonnes qu'ils osent pas se faire les freins. En fait, c'est... Ouais. Bah, de toute façon, ils peuvent pas se faire les freins. Mais voilà, ils osent pas parce qu'ils peuvent Quand pas. tu vois les 2-3 qui ont essayé de faire les freins, ils ont emmené des copains avec eux. À un moment, il y en a un même qui est avancé tout droit, je sais plus, j'ai encore cette image en tête, le mec qui trace tout droit comme ça, là. Mais oui, tu sens que la masse, c'est rédhibitoire. Mais je préfère, maintenant que j'ai dit toute la vacherie sur la catégorie, je préfère que ça existe et que on bénéficie dans quelques années de trucs qui vont nous faire lever de nos canapes, hein, je pense. Parce que les motos électriques, ça a une sauce d'enfer. Une fois qu'on aura jugulé le poids... Ouais, moi je suis quand même content qu'ils aient réussi quand même à courir parce que, putain, vu le contexte de l'année 2020, déjà ils avaient eu une année 2019 bien tronquée par l'incendie à Rérez, si je me trompe pas. Ils avaient galéré pour pouvoir courir. Et là, ils ont réussi quand même aussi à courir, donc c'était plutôt cool, ça avance, ça va dans le bon sens. C'est pas foufou, mais bon, voilà. Comme tu dis, il y a bien un moment où ça va s'améliorer, où ça va passer certains caps, et puis ça va y aller, quoi. Ouais. On passe au Moto 3 ? Yeah. Allez. Avec les 5 premiers du championnat, donc Celestino Vietti avec 146 points, Raoul Fernandez avec 159, 4e, Ogura et Arbolino ex aequo avec 170 points et Albert Arenas qui l'emporte avec 174 points. Donc les différents vainqueurs de l'année, Arenas en a gagné 3, Fernandez, Vietti et Mazia 2 chacun, et derrière Arbolino, McPhee, Binder, Foggia, Suzuki, Fenati en a gagné une cette année. Rookie de l'année, Jérémy Alcoba, donc 87 points avec une 11e place au général. Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison en petite cylindrée ? Moi je l'ai trouvé plutôt cool. Comme j'ai envie de dire à l'habitude, en général c'est la catégorie qui nous donne le plus de spectacles, que ce soit sur la course ou sur la durée du championnat, parce qu'il y a une densité de pilotes assez élevée, et puis les niveaux sont assez homogènes. Cette année j'ai trouvé, mais bon, c'est peut-être pas tout à fait juste, mais encore plus, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de mecs avec des niveaux équivalents. Arenas s'est imposé, mais pas parce qu'il était plus fort, j'ai eu l'impression, sur la piste, mais parce qu'il était plus fort dans la tête. J'ai eu l'impression qu'il était plus intelligent plutôt que plus rapide que les autres. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Pierre, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, je rejoins Kevin. Arenas, je dirais il y avait deux aspects psychologiques à son résultat qui l'amène au titre. C'est qu'à la fois en course, il se plaçait dans le bon paquet et il attendait les derniers tours pour attaquer.
il arrivait à faire la différence souvent pour aller décrocher la victoire. Mais à la fois dans sa gestion du championnat, il y a eu 2 moments où il y a eu des temps faibles dans sa saison. Il a toujours su les gérer et quand même rebondir au bon moment. Du coup, pour au final finir devant notamment Arbolino, qui était son concurrent, on va dire le plus fort. Au niveau des points forts, je retiens aussi, donc ça rejoint un peu l'homogénéité du championnat que pointait Kevin. C'est surtout qu'Honda et KTM cette année ils font jeu égal. Les 2 motos ont eu des très très bons résultats et il n'y avait pas vraiment de grosses différences de performance, comme il y a pu y avoir certaines autres années où on voyait par exemple Léopard qui écrasait tout, etc. Ensuite, j'ai noté la victoire de Darrell Binder et du team français CIP, quoi. C'était vraiment plaisant à voir, surtout que Binder, souvent était dans mon bon coup. Une fois sur 2, il finissait par terre, et une fois sur 2, il finissait finalement 6 ou 7, ou au pied du podium. Donc ça, c'était vraiment plaisant à voir. Et une première année de Tech 3 assez encourageante de mon point de vue. On a vu que Sasaki a fait un podium à Teruel. Et Denis Sonchu, le rookie, qui a bien progressé cette saison et que je le vois bien continuer comme ça par la suite. Et enfin, j'ai noté Rolf Fernandez, qui est mon chouchou. Vraiment boulet de canon sur cette fin de saison, très très fort. Je pense que s'il avait fait ça toute la saison, il aurait joué le titre de manière plus forte. Je pense même sur la saison, il m'a donné l'impression d'être le plus rapide, carrément celui qui avait le plus de vitesse sur la piste. Après, comme t'as dit, il a manqué de régularité, il a mis du temps à se mettre en route, mais sur la fin, il a été impressionnant. Pour le coup, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec dominer comme ça en Moto3. Hein. Depuis Binder. Mir. Mir Kent. Ouais, Danny Kent, il avait bien. Ah oui, Danny Kent, effectivement. Bien tapé. Danny Kent, c'était mais sa après, moto, il a rien fait. Ouais. Steph, qu'est-ce que moi t'en dis? j'ai mon petit chouchou Mazia là que je suivais. Non, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai regardé un peu. Moi, je me souviens que ça avait été assez compliqué à suivre en termes de championnat, parce qu'il y avait beaucoup de vainqueurs. Et tant mieux, je veux dire qu'il y ait plein de vainqueurs partout. Et après, j'ai regardé sur les tableaux et Vietti et Mazia, ils ont gagné 2 fois. Donc, tu l'as rappelé, Cyril. Mais ils sont trop irréguliers et Arbolino lui il frôle le titre avec une victoire mais une régularité qui est bien meilleure. Donc c'était un peu décousu, je parle. Finalement, j'ai l'impression que le championnat était dans la saison presque aussi décousu qu'une course. Au sens ça bouge. Décousu, c'est pas un défaut, ouais. hein, attention. Et il y a pas eu il n'y a pas eu des grandes tendances, quoi. Enfin, je sais pas. Oui. Jusqu'à l'Autriche, les 5 premières courses, la Arenas, il avait 3 victoires et une deuxième place. Ouais, et tu vois que t'as un Arbolino qui finit à 170 points. Et bon, Ogura, j'en parlera dans les déceptions. Pourquoi t'as été déçu par le pilote japonais? Déjà, je me marre encore en pensant au costard qui était taillé dans la boîte à clapet sur Ogura. C'est pour ça que ça m'y a fait penser aussi. Non, parce que... c'est tous les Japonais qui en prennent ouais, non, mais là... on les aime beaucoup. Non, là c'était surtout parce que c'est Karamba encore raté. Enfin, c'est pas encore raté, mais il était parti... très bien. Et puis, je sais plus la tournure qui m'avait fait tant rire dans la boîte à clapet, mais c'était une masterclass sur comment ne pas gagner le titre, quoi. Et ça m'a fait un peu de peine finalement. Je finis par bien aimer ce type juste parce qu'il a losé. Mais il a un putain de niveau, on est d'accord, mais ça fait un peu le maudit ou le Pierre Richard du championnat. Donc c'est pour ça. Ouais, ça manque de... Non, en fait, il m'a pas déçu, quoi. Je devrais préciser, j'ai été déçu pour lui. C'est pas exactement pareil. Ah, c'est pas tout non, mais pareil, ça reste, tu vois ce que je veux dire, ça reste une déception, quoi. Voilà, puis bon, Mazia, j'aime bien parce que il était rigolo quand il était en tout jeune rookie. Là, il a tendance à devenir presque un vieux briscard. Non, je déconne, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est en Moto3? J'aurais dit 2. Ah, peut-être 3. Ouais, il avait peut-être fini la saison. En fait, je pense que je vais avoir un effet Alex Marquez. C'est des gens talentueux et puis tu dis bon, c'est quand? Tu vois, c'est quand qu'ils gagnent le championnat, je veux dire. Peut-être l'année prochaine. Ouais, enfin bon. Alors, au niveau déception, moi, ce qui me fait chier, c'est que tous les ans, c'est toujours la même merde au niveau des qualifs et des FP. Quoi. Oui. Ça, c'est l'enfer. Hein. Putain, mais la direction de course, c'est un poème, quoi. Ils en sont arrivés à
à mettre la liste de, je sais pas, une fois ils étaient 28 pilotes à prendre des putains, mais t'en peux plus. Moi je pense qu'il faudrait leur mettre un bonnet d'âne, mais tu sais, les bonnets d'âne ça fait parachute quoi. Ça les ralentit. Après, ça va être intéressant puisque l'année prochaine il va y avoir un pilote français en Moto 3, donc il va peut-être pouvoir nous expliquer quel est l'intérêt de courir comme ça. Bon, après on le voit tous, c'est que ils sont tous à courir après le pôle échappement du copain de devant, quoi. Mais au bout d'un moment, ce qui leur pend au nez, c'est d'avoir des qualifs type Moto E. Et puis de se démerder, quoi. C'est ce que j'allais dire, un tour lancé, c'est une super pole. Il y avait ça un moment en Superbike, des super poles. C'est ça, mais il y a plus. Mais il a raison, en Moto E, c'est comme ça. En Moto 3, le problème c'est qu'ils sont vachement nombreux, donc ça va être difficile de faire. Il y aurait 7 heures. Bah ouais, si t'as vu la son milieu, de toute façon, c'est les bisous, hein. Il se lève à 7h du mat, il fait pas encore jour, on s'en fout. Il se couche à midi aussi. Au niveau des déceptions, du coup, Kevin, alors moi quelques-unes, j'en ai doté 3. Je crois qu'il faut qu'on parle de John McPhee, ça va pas du tout. Le mec il a 58 ans, il est là depuis le 18e siècle, frérot, faut y aller à un moment donné, ressaisis-toi. Ça fait, il était au niveau, il a été rapide quand même sur toute la saison. Ouais. Et alors il a pas eu de chance, il faut dire, notamment au Mans, il se fait faucher, je crois. En Catalogne, il fauche Arenas, enfin il se touche avec Arenas, ils tombent tous les deux. Mais il manque encore de régularité, et pour un mec de son âge et de son expérience, c'est assez dommage, quoi. Il lui reste encore une saison, ça serait un miracle qu'il réussisse, quoi, je trouve. Mais bon. Carrément miraculeux, quoi. Moi après il a de la vitesse, mais quand tu vois les mecs qui vont être là l'année prochaine, tu te dis il va pas s'en sortir, quoi, parce que moi je trouve assez fou le delta qu'il y a entre son expérience que sur le nombre de saisons depuis lesquelles il est là et l'expérience qu'il dégage quand il est sur la piste, c'est-à-dire proche du néant. Voilà. Il fait des erreurs de débutant, quoi. On se fait un challenge Fenati McPhee l'année prochaine. Alors j'en ai un autre qui va pouvoir jouer à ton challenge, c'est Monsieur Antonelli. Oh putain. Enfin, voilà, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment très très dur. Il nous avait, il avait fait quelques bonnes saisons. En 2015, il finit 5e du championnat. Donc c'était il y a quand même déjà 5 ans. Donc les mecs qui étaient contre lui il y a 5 ans, ils sont déjà champions MotoGP. Hein. Et là, lui, derrière, c'est 11e, 18e, de nouveau 5e et 7e au championnat en 2019. Et là, cette année, 19e. Voilà, oh la vache. Donc, très très compliqué. Et petite dernière pour Rodrigo, c'est pareil, il a pas mal de vitesse. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose, mais on l'a pas assez vu, il a été transparent. Ouais. Après, ils peuvent pas tous être devant. Hein. Des fois, ils sont 25 de front. Ils arrivent très bien. C'est pas faux, mais il y en a qu'on attend, honnêtement, des mecs comme eux, je pense qu'on attendrait mieux qu'eux. Et puis entre être devant et finir 19e au championnat... Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est des pilotes, je me dis qu'ils ont laissé passer leur chance. Ouais, le train est passé. Ouais. Tu crois que c'est passé pour Rodrigo et Antonelli? McPhee, oui. Je pense Rodrigo, peut-être pas. Antonelli, moi je pense que même si un jour ils montent en Moto 2, peut-être qu'avec un bon sponsor, c'est possible, ils iront jamais en MotoGP, ils ont pas le talent pour. Ça finira en Moto E, tout ça. Je sais pas si c'est dire du mal des pilotes ou de la catégorie dans ce cas-là. Les deux. Un beau strike de Monsieur Pierre Dacher de Conflans. Ouais, Steph, qu'est-ce que t'en dis alors du coup de tes déceptions de cette année? Les déceptions, ça reste Ogura. Hein, j'en avais déjà parlé, et qui a vendangé vénère, quoi. C'était en fait c'est peut-être parce qu'il était japonais que je m'étais dit tiens, il va gagner ce con. Et en fait non, c'est que il aurait voulu faire exprès, il aurait pas fait mieux, hein. Tu sais, il marquait, et sur la fin il s'est repris un peu dans le championnat, il marquait juste pas assez de points pour revenir, tu vois. Et là je paraphrase complètement la boîte à clapper, hein, mais c'est vrai que depuis que vous avez mis en lumière cet effet de comment perdre mais de peu. Parce que le mec mettait juste assez de points pour avoir du espoir, mais pas assez même pour je crois que la dernière course, course c'était un peu ça aussi. La toute dernière course c'était un classement virtuel, non, voilà. Il manque un peu de mordant. Oui, non, mais effectivement. Il a jamais vraiment dans les derniers tours, il a jamais été celui qui a pris le dessus sur le peloton. Ça rejoint ça aussi, c'est que c'est pas le coup de pas de chance. Je pense que c'est peut-être l'absence de mordant. Alors
pareil, quand on les voit débouler à beaucoup de fronts, ils sont tous très mordants. Mais là, oui, lui, il s'est fait une caramba encore ratée, quoi, c'est ça. Pierre ? Ouais, bah... Pour clôturer. Ce qui m'embête dans cette catégorie, c'est Sergio Garcia. Il est trop par terre. Pourtant, il a le talent, un peu comme Macia, Rame Macia. Il leur manque ce petit gain d'expérience qui fait qu'ils vont être performants peut-être à partir de l'année prochaine ou ce genre de choses. Et Tatsuki Suzuki qui se blesse alors qu'il fait un bon début de saison. Il se casse le poignet, je crois, en Émilie-Romagne. Et qui fait pas une bonne fin de saison, quoi. C'est quelque chose qui va toucher un petit peu toutes les catégories. Alors vous parliez d'homogénéité, mais moi de mon point de vue c'est une homogénéité un petit peu tronquée dans le sens où ça sera encore plus flagrant en Moto 2 avec un exemple où ça va bien courir pendant 2 ou 3 courses et puis il va y avoir une grosse chute, donc ça va marquer un temps d'arrêt, ça va plafonner. Et ça va être un petit peu à chacun son tour de jouer les avant-postes, quoi. Et c'est homogène, mais un peu faussement. Après en Moto 3, de toute façon ils sont 10 devant, donc c'est un beau bordel, quoi. Après moi la grosse déception c'est Fenati, quoi. Non mais après même question que pour Antonelli, t'y crois encore à Fenati? Ouais, c'est ça. Surtout. Non. J'y crois encore, je sais pas, faudrait savoir ce qu'il veut faire de sa vie et est-ce qu'il veut être pilote ou est-ce qu'il est là juste pour remplir la grille, quoi. Enfin, je sais pas, moi je me pose des questions, quoi. Mais t'as raison dans le sens j'y crois encore. Non, j'y crois plus. Mais quand je vois son nom sur une grille, je me dis ouah, tu vois, il est même capable d'en gagner une cette année. Tu te dis mais d'où elle sort cette victoire, quoi. Ouais, ça c'est clair quand tu vois le reste de ses résultats sur l'année, c'est vraiment d'où est-ce qu'elle sort, quoi. Et le mec est là depuis 2012 quand même. Hein. Stoner était là encore. Le mec il doit ressembler à Tortue Géniale à la force. Mais non, mais c'est pareil, ça va pas être loin d'être sa dernière saison, lui, bientôt, quoi. Et il a 24, donc il en reste... Ah non, il a encore du temps. Il en reste 2 ou 3. Oh là là. Ouais. Mais il va pas rester en Moto 3 toute sa vie, quoi. Enfin en Moto 2, il fait des conneries avec les autres, donc... les surprises, t'en as déjà un petit peu parlé. Non, c'est bien. Ouais, tu voulais en remettre un petit bout. C'était étonnant sa saison. Vraiment, il a failli faire une mire dans le sens où il a fait que des podiums et il était longtemps en tête du championnat, mais aucune victoire. Puis finalement, de toute façon, il s'est écroulé en fin de saison. Mais donc c'était quand même une surprise. Moi, je m'attendais pas du tout à voir un japonais en tête du championnat. À la limite, si j'aurais dû mettre une pièce sur un japonais en début de saison, j'aurais dit Toba. Mais alors lui, Toba, cette saison, il a disparu. Par contre, il est peut-être resté au Japon, je sais pas. Mais ouais, c'était Ogura cette saison. Ce sera peut-être Sasaki l'année prochaine, je sais pas trop. Ouais, t'as glissé le nom d'Honshu. C'est marrant que il ait réussi un petit peu à cristalliser. C'est pas ouf non plus, hein, 17e au championnat. Mais au moins on l'a plus vu que son frangin l'année dernière, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus après c'est quand même un rookie. On l'a vu pas mal quand il chute, quand il se percute avec Sasaki en Autriche. Là. Il était bien. Il a fait des résultats. Je vois 7e, 6e. C'est plutôt pas mal pour un rookie. C'est honnête, quoi. C'est bien d'être dans le bon paquet, quoi. Ouais. Après son frère, on avait d'énormes attentes après ce qu'il avait fait sa victoire sur le wildcard. On s'est dit lui, il va venir, il va tout casser. Et puis en fait, on l'a pas vu, quoi. Il a fait fou. Je crois qu'il a dû faire 1 ou 2 points sur la saison. Je suis plus en tête, mais c'était compliqué, quoi. Pierre, tu veux enchaîner avec les remarques particulières sur la catégorie? Comme on l'a dit, je pense que c'est la catégorie la plus disputée, que ce soit sur la longueur du championnat ou en course. Vraiment, il y avait des bagarres exceptionnelles entre les pilotes en course. Il y avait surtout regardez les 3 derniers tours des courses en général. Il y a de quoi manger. Il y avait que la dernière course où Raúl Fernandez a mis tout le monde d'accord. Si je me trompe pas, mais sinon voilà, quoi, c'est la catégorie à ne pas rater. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de nom ronflant, mais pas encore, on va se dire, parce que si vous regardez le Moto 3, dans quelques années, vous connaîtrez les pilotes quand ils arrivent en MotoGP, quoi.
Et puis, alors, en plus, moi je trouve que cette année, il y a quand même pas mal de noms qui me font dire que sur l'avenir, et ça pourra être des mecs assez sérieux. Là, j'ai le classement devant les yeux. Arbolino, Fernandez, Vietti, Mazia. Tu te dis, c'est des mecs qui peuvent être très très sérieux à l'avenir, monter en MotoGP et faire des choses vraiment pas mal, quoi. Ouais, assez d'accord. Ouais, justement, à quelle échéance tu les vois, vous les voyez pour potentiellement monter en MotoGP? Rolf Fernandez, je dirais 2 ans en Moto 2 et il peut signer chez KTM ou chez Tech 3 dans 3 ans. Ouais, je suis assez d'accord avec parce ça. qu'il y a la filière un peu à la Binder. Ouais, parce qu'il y a la filière qui veut ça aussi. Mais pour les autres, je sais pas. Honnêtement, Vietti est soutenu par la Sky, non? C'est pareil, ça peut aller très vite, surtout s'il y a une team qui se monte en MotoGP de la VR46. Ouais, ça dépend un petit peu des guidons qui vont se libérer en GP, quoi. Ah oui. Moi, je mettrais une petite pièce sur Arbolino. Je le trouve vraiment très très fort. Et en plus, assez intelligent aussi. Donc, je pense qu'il peut faire 2 saisons assez sérieuses en Moto 2 et se voir offrir un guidon pas mal en MotoGP, quoi. C'est ça qui a un petit peu changé ces dernières années parce que, on va dire, moi j'avais toujours un petit peu en tête, je dirais pas des trajectoires à la Alex Marquez qui plafonnaient un petit peu en Moto 2. Mais on a vu, alors le premier, je crois, qui a été quand même assez vite dans l'échelonnement, c'est Viñales, qui est assez peu resté en Moto 2 de mémoire. Mais Mir, il est monté mais super vite. Et puis après, Quartararo aussi, il est resté combien de temps? 2 ans en Moto 2? Mir, c'est l'exemple parfait. Il est resté que 1 an parce qu'il voulait pas le faire se réhabituer au changement de catégorie de mémoire. Ouais. Ah oui, c'est vrai, exact, ouais. Au changement de cylindrée de la Moto 2, donc ils ont dit, ça, quitte à le réhabituer, autant le changer tout de suite et le passer en MotoGP. Quartaro, il est resté 2 ans, j'aurais dit, ouais. Ouais, c'est des trajectoires qui sont un petit peu différentes de ce qu'on voyait avant et des montées assez rapides, quoi. Après, ça leur évite un petit peu de plafonner, quoi. Quelque part, c'est un peu la faute de Suzuki qui a montré en MotoGP qu'aller chercher des jeunes qui en veulent, ça permet de faire des podiums. Et du coup, certaines marques ensuite ont changé aussi leur fusil d'épaule. Au lieu de recruter des vieux briscards, ils se sont mis à recruter des jeunes. Et puis là, Ducati cette année l'année prochaine avec Martin, Bastianini et Marini, ils font le plein de jeunes. Donc c'est vraiment la tendance. Après, peut-être, il y a peut-être des cycles. Peut-être qu'à un moment donné, on va revenir au gros briscard, on va rappeler Lorenzo. La buvette, ouais. Ça fallait qu'on en parle, évidemment. Le mec qui va vendre du merchandising. C'est toi qui le balance. Bah oui, comme ça. A priori, de toute façon, il a un genre idéal et puis après, hop, tac. Il y a eu la grosse rumeur cette année qui va remplacer Dovi. Lorenzo aurait appelé Daligna et tout, ce qui va revenir. Bon. Voilà. Ouais. Ouais. En KTM fait pas mal ça aussi, parce que là le line-up qu'ils ont est quand même très très jeune. Le plus vieux l'année prochaine, ça va être Miguel Oliveira qui a 26 ans aujourd'hui, un truc comme ça. Ouais, c'est Petrucci. Ah oui, Petrucci. Ah ouais, mais ça j'ai oublié compte qu'ils avaient fait une erreur de parcours. Quel enfer, ils doivent être dégoûtés de l'avoir signé, sans déconner. Je pense pas. C'est pas le genre de Poncharal. Hein. Non mais Vous êtes dégoûté? Non mais en plus il va peut-être se refaire la cerise. Moi je veux dire, je veux pas le défendre à tout bout de champ, mais il est pas exclu s'il se sent bien dans la team, il puisse faire des trucs, quoi. Parce que pour arriver à faire ce qu'il a fait chez Ducati pendant très peu de temps, certes, c'est que c'est quand même pas un peintre. Hein. Mais après pourquoi il a rien foutu, il s'est fait une Bautista. Ouais, c'est très bizarre. Hein. Oui. Tu voulais dire quoi sur Petrucci, Kevin? Je voulais dire que à mon avis Poncharal il doit être un peu dégoûté de l'avoir signé, sachant que alors il a pas de boule de cristal, il voit pas l'avenir, mais sachant que Dovi allait être dispo, je pense qu'il est dégoûté d'avoir signé Petrucci. Maintenant que tu dis ça, évidemment, si on compare Petrucci à Dovi, oui. Ah oui, là il y a pas moyen. Mais humainement, je suis pas sûr. Alors j'adore Dovi, tout le monde le sait, mais humainement, je pense que travailler avec Petrucci, c'est peut-être plus sympa quand même. Ils vont peut-être pas en gagner 2 non plus l'année prochaine. Hein. Après, je leur souhaite, hein. Mais ça va être chaud. Ouais. Piggy Coulon sera plus là. En plus, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on minimise un peu peut-être aussi. Ah bah non. L'impact de la perte d'un mec comme ça, je pense que ça peut être bien compliqué pour eux, ouais. Bon, on a débordé sur l'épisode MotoGP 2021. On le collera. Tu feras un drag and drop entre deux fichiers. T'as raison. Non mais c'est vrai, ça. C'est easy peasy. Hein. Tu voulais nous dire un petit quelque chose sur la catégorie? Je vais pas me faire que des potes peut-être, hein, mais j'ai l'impression que je suis le seul à
à être étonné que ce soit des putains de Solex, les bécanes. Alors, Et ils ont non, mais je provoque, certes, mais sachant qu'à mon avis, ils sont tous en train de faire les débiles avec des 600 le reste du temps. Le truc, c'est que qu'il y a un délit de sale gueule et qui ressemble à des Solex, c'est pas ça le problème. Et on parlait, tu sais, tout à l'heure du fait qu'ils veulent tous l'aspi pour les qualifs, mais est-ce que c'est peut-être parce qu'elles ont rien dans le sac, les bécanes? Parce qu'aujourd'hui, la Moto 2, elle est en 765. Eux, ils sont restés bloqués en 250. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gap. Je veux pas dire qu'il faut leur foutre des 600 dans les pattes, mais je sais pas si 400 c'est faisable. C'est peut-être une grosse connerie ce que je dis. Hein. Ouais, si, 400. Surtout que faisable, en plus, Kawaii font des 400. Je veux dire, c'est une cylindrée qui, dans le commerce, est maintenant répandue, donc voilà. ce serait possible. Parce que t'as le SSP 300 qui d'ailleurs accueille des 400. Ça, c'est un peu le bordel. Ça fait penser au Superbike avec Ducati à l'époque. Ça me fait penser à une discussion. Oui. Et le truc, c'est que voilà, en fait, je m'en fous qu'ils aient des pneus de Solex. Hein, c'est pas ça le problème. C'est même plutôt flippant quand tu les vois arriver à fond. C'est que je me dis, c'est peut-être qu'avec un peu de couple, ils seraient moins en train de se tirer la barbichette. Mais après, la limite de ça, c'est que ceux qui viennent en Moto 3, souvent ils viennent de la Rookies Cup ou du championnat CEV, qui sont des catégories accessibles, même avec peu de moyens, j'ai envie de dire. Il faut pas non plus apporter 100 000 € sur la table pour faire une saison et se faire remarquer. Et si on introduit des motos plus grosses, avec plus d'électronique, etc., bah ça va devenir... Ou alors... il y aura peut-être moins d'espagnol comme ça. Excusez-moi, ça m'a échappé. Je nettoyais ma mauvaise foi et le coup est parti tout seul. Non, mais j'entends bien ce que tu dis. Hein. Je pensais pas, tu sais, à grande échelle, de façon très intelligente. Hein. Je faisais le gars dans son canapé qui se dit, si tu leur doubles pas la cylindrée, mais presque, peut-être ça peut être bien. Mais ouais, il y a peut-être des problèmes effectivement d'écosystème du truc. Ouais. Oui, c'est la voie de la raison, Pierre. C'est vrai, tu as raison. Non mais j'ai pas sûr de faire. Non mais j'avais pas pensé à cet aspect de effectivement parce que l'antichambre c'est le CEV sauf erreur. Ouais. De toute façon il y a tellement d'espagnols que c'est le CEV aussi en mondial mais le truc c'est que il y a un peu de CIV, il y a un peu d'italien aussi. Non, c'est vrai. Un peu de mauvaise foi. non c'est mais ouais je sais pas si vous partagez le truc mais pour moi le 765 Triumph j'ai l'impression a quand même changé la donne. Sur le fait que maintenant les gens qui viennent de Moto 2 sont prêts plus tôt. Mais pour moi c'est même une erreur ce bloc 765, j'en parlerai tout à l'heure en Moto 2, mais il a un peu fait pour moi il a pas fait que du bon quoi. Oui, il a rendu la catégorie encore plus chiante. Exactement. Alors ça fait un beau bruit mais on se fiche. Eh ben parlons du Moto 2. T'as vu cette transition alors qu'est-ce qu'il y a? Une fois que la digression fait. On a fini sur Moto 3 ou pas? Bah ouais, moi j'ai dit mes conneries. Mais après, je dis, on n'a pas forcément fini, parce que j'ai juste dit mes conneries. Une belle saison de Tech 3 quand même. C'est vrai. Ouais. C'était pas facile de redescendre, parce que voilà, les volontés de KTM, c'était d'avoir une équipe satellite, d'arrêter le Moto 2, donc Tech 3 s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, et c'est jamais facile de se réhabituer complètement à une machine, et je trouve que pour une première saison, c'était pas mal. J'ai un truc fulgurant à dire, excuse-moi de te couper. J'ai peur de tes fulgurances. Tu fais bien, mais c'est toi qui as le Final Cut. Tech 3, quand tu sais pas quand ça s'écrit, comment ça s'écrit, ça fait très nom de boys band des années 90. Ah ouais. Avec Guy Coulon à la Corée. Ah putain. Ah, tu fais peur. Ça fait peur. Voilà, c'est tout. Je peux dire une connerie. Passons à la Moto 2. Avec les 5 premiers du championnat, Jorge Martin, 5e avec 160 points, Bezzecchi, 4e avec 184, Sam Loves et Marini, 3e et 2e avec 196 points, et champion du monde, Enea Bastianini avec 205. Au niveau des victoires, donc Gardner et Nagajima en ont gagné 1, Bezzecchi et Martin en ont gagné 2, et Bastianini, Luca Marini et Loves en ont gagné 3 chacun. Donc le rookie de l'année, Aaron Canet, 67 points, 14e au général. On va en parler un petit peu. Kevin, ton ressenti sur cette année? Et c'était l'ennui. Voilà, je pense que pas grand monde me contredira là-dessus. On s'est quand même pas mal ennuyé devant les courses. Alors comme je l'ai déjà dit dans un épisode de la boîte à clapper, le suspense au championnat était inversement proportionnel à la suite des courses. Ce qui fait que au championnat, par contre, ça s'est joué jusqu'au bout.
mais les courses en elles-mêmes étaient assez inintéressantes. Alors ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'est ça depuis qu'ils ont introduit le bloc triomphe. Avant c'était limite aussi intéressant que le Moto 3 quasiment. Il y avait pas mal de bagarres, des entrées en frein un peu dans tous les sens et tout, c'était vraiment sympa. Bon là on s'est un peu ennuyé, on a vu quand même des mecs revenir de nulle part. En point fort j'avais Sam Lowe de retour au niveau, même s'il concrétise pas, ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Marini enfin au top, parce que je trouve qu'il a mis, comme le disait Steph tout à l'heure sur Alex Marquez, je trouve qu'il a mis du temps, il a plafonné assez longtemps. Et là il est enfin au niveau, et Bezzecchi que j'avais en top parce qu'il confirme son statut de futur Krakito. Futur Krakito carrément. Ouais, moi je pense que vraiment je le vois très très fort. Mais un peu poulet sans tête, tu vois, en mode ça va vite, mais ça freine pas quoi, tu vois. Un peu en mode Bagnaia quoi. Ouais, voilà, exactement. Pierre, ta saison Moto 2 Moi, celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est Martin, mais comme la saison d'avant. J'ai trouvé impressionnant le fait que lui et son équipe se réadaptent à un nouveau châssis, qui est le Kalex, parce que KTM passait sur du Kalex. Et malgré son milieu de saison tronqué à cause de Covid, si je dis pas de conneries, il réussit à être aux avant-postes et finit 5e avec seulement 45 points de la tête de course. Bon, bah, c'est comme ça, il va monter en MotoGP, donc c'est bien pour lui. J'ai trouvé également les saisons de Bassini et de Marini très intéressantes. Marini, clairement, moi, c'était quelqu'un que je croyais pas du tout, donc je veux dire que c'est un très bon pilote, encore une fois, mais je l'imaginais pas jouer un titre comme ça. Et il m'a beaucoup impressionné. Et Bassini aussi, je pensais pas qu'il serait un challenger cette saison. En tout cas, cette saison, je savais qu'il était talentueux, mais pas pour cette saison, donc j'étais étonné. Et puis, moi, Sam Lowe, qui fait un bon comeback avec un team qui est sans doute le meilleur team du Moto2, il faut le dire. Mais clairement, c'est une résurrection. Ouais, Loves, moi je l'avais mis plutôt au chapitre des déceptions, mais plus pour l'irrégularité et la fin de saison, Enfin, vu d'où il vient la saison dernière vraiment c'était catastrophique en piste. Là, il y a une blessure en intersaison. Avec la saison qui a mis du temps à démarrer, il a pu se soigner avant de reprendre. Mais bon, il se repète le poignet sur les 3 dernières courses et ça nique tout. Je pense que effectivement, ce qui manque à Loves, c'est une saison pleine à haut niveau. Mais j'ai un peu peur que ce soit, les planètes s'alignent jamais pour lui, quoi. Ouais, c'est possible. Parce qu'il a fait quand même une course de con quand il finit avec un drapeau noir. Putain, mais c'est. En Autriche. S'il la joue mieux. Tu vois, c'est autant les blessures. Je peux comprendre parce que ça peut arriver de chuter et de se prendre une mauvaise chute et comme il s'est fait de se blesser. Bon, ça arrive. Mais la course de con qu'il fait là quand il prend un drapeau noir, mais c'est pas possible quoi. Tu peux pas monter sur la moto et faire une course comme ça où tu chutes 3 fois. Putain mais c'était les mecs ils disent non mais toi c'est un anglais. Je suis sûr qu'en British Superbike ils auraient même pas levé le petit doigt. Ça semblerait ça semble honnête. Ouais, en Angleterre ça joue. Ouais. Non, moi ce que j'ai bien aimé c'est la saison de Canet pour un rookie. J'ai trouvé que c'était pas mal. Oui. Mais Kevin, t'as dit que t'étais un petit peu déçu. Ouais, alors moi je l'attendais mieux que ça. Alors après c'est un rookie, on peut pas en attendre non plus de monts et merveilles, mais effectivement je l'attendais mieux que ça parce que comme j'ai dit de Bezzecchi pour moi qui était un futur Krakito, Canet aussi, sorti de sa saison de Moto 3, je pensais qu'il allait vraiment se montrer beaucoup en Moto 2. Après il a été blessé, je crois pas mal, il y a des courses qu'il a pas pu faire. Donc bon, c'est qu'une saison rookie, mais ouais, je l'attendais un peu mieux que ça. Tu l'attendais top 10 au championnat peut-être? Ouais, moi je le voyais jouer le top 10 au championnat clairement. Un poil plus haut, ouais. Mais sans ces 3 courses ratées à cause de sa blessure, peut-être qu'il y serait. Ouais, ça se tente, parce que le top 10 il a 12 points de vent, donc. Là, tu parles de Canet, mais quand tu vois que Lorenzo Dalla Porta, qui est champion du monde Moto 3 2019, il fait 5 points en Moto 2 cette saison. Oui, T'inquiète, je vais en parler en déception. Ah, pardon. Autant pour moi. Non, dans notre déception, après t'as Viré quoi, qui plafonne quoi. Pourtant il est dans des bonnes teams et ça passe pas le cap quoi. C'est dommage mais moi Viré j'avais bien aimé les 2-3 saisons précédentes mais ça chute trop.
C'est l'archétype même du mec qui a le niveau pour jouer le milieu de classement en Moto 2, mais tu sais qu'il ira jamais plus haut, quoi. Ouais, comme Marcel Schroeter, je pense que c'est le même profil. Ouais, je suis d'accord. Putain, Schroeter, c'est dur. Hein. Wow. Il fait un podium quand même. Les déceptions alors de ton côté, Kevin? Du coup, Dalla Porta, clairement, sorti du titre Moto 3, on s'attendait... Alors pareil, hein, c'est un rookie, il peut pas faire de miracle non plus. Tout le monde n'est pas Marc Marquez, mais là, de la finir dernier au classement, 27ème... Clairement, c'est pas son niveau. Lutti, moi j'ai noté arrête frérot, tu fais de la peine. Enfin là, c'est un enfer. 11ème, alors 11ème c'est pas si mauvais, mais quand on sait de là où il vient, du nombre de fois il a joué le titre et tout, ça fait chier de le voir si bas, quoi, clairement. Avec des 17ème, des 19ème places, c'est pas son niveau. Et Baldassari et Navarro, parce que moi Baldassari c'est un mec que je trouvais pas mal. Le mec jouait le titre, jouait les troubles faits à l'époque où Zarco prend le titre. Il arrive à gagner quelques courses et tout. J'ai le souvenir d'une baston au Mugello qui était pas mal. Et en fait, derrière, on l'a plus vu. Je trouve ça assez dommage. Et Navarro, à l'époque, en Moto 3, tout le monde disait c'est le seul qui est plus fort que Quartararo. Maintenant, on voit la différence. Donc voilà, c'était mes déceptions pour le coup. Puis Nagashima, mais pour ça... Ouais, Nagashima, putain. Un peu dur. Bah ouais, mais... En plus, il a pas de guidon pour l'année prochaine, c'est vraiment dommage, par contre. Ouais, du coup, c'est la fin, là. Il avait parlé de prendre un guidon au Japon, sur un championnat japonais, et apparemment, ça se fera même pas. Après, avec le Covid, il a pas vu sa famille de l'année, il a 3 enfants, je sais pas quel âge il a, mais il a 3 enfants et tout, donc je sais pas si c'est vraiment une volonté d'arrêter, ou si c'est une histoire de sponsor, comme l'a dit Kevin, je pense qu'il y a un peu de... C'est à 92, il a 28. 28 en Moto 2, ouais, c'est... Après, il y a des mecs qui vont faire carrière, hein. Sam Lowe est plus vieux que ça, je pense, mais... Ouais. Hop. Ah, Sam Lowe, de toute façon, il remontera jamais en Moto 90, ouais. Sur une prise de taille. Et du coup, en déception, si j'ai une petite dernière, Augusto Fernandez, vu comment il finit la saison de l'année dernière, on se disait... Ah oui, c'est vrai. Il va faire quelque chose de bien. Enfin, si il commence la saison comme il a fini celle de l'année dernière, il va presque jouer le titre. Et non, spoiler alert, il l'a pas joué. Voilà, il y a pas mal de déceptions quand même sur cette. Ouais, c'est une catégorie qui est quand même assez particulière. Hein. Moi, je trouve que Marini monte un peu tôt. C'est-à-dire, moi, j'aurais fait une année de plus pour prendre un titre, pour sécuriser un titre, parce que au bout du compte, là, il va monter. Après, il est deuxième, hein, donc c'est pas. Mais avec une saison régulière, je pense que ça peut prendre le titre. Après, c'est à voir. Ouais, moi je pense qu'il joue le titre justement parce qu'il a été bon sur la saison, mais elle a été raccourcie. Moi je pense que sur une saison régulière, comme tu dis, je le vois pas être au niveau de Lowe's ou de Bezzecchi, quoi. Pour moi, je le sens un cran en dessous, en fait. Après, Lowe's et Marini, moi, je les vois un petit peu sur le même plan, c'est-à-dire que tu sais que sur 20 courses, ils vont en chier 5. Donc, ça, c'est sûr. Après, Bezzecchi, il est encore un peu plus jeune, donc je pense qu'il peut... S'il prend un peu de maturité, ça peut être un petit peu plus sérieux et un peu plus grappiller les points qui font gagner, quoi. Mais genre, par exemple, ne pas tomber dans l'avant-dernier tour à Aragon. Voilà. Oui. Truc comme ça, quoi. Voilà. Oui, petit coup de bac, quoi. Steph, au niveau des déceptions, ça a déjà été dit, mais je le dis quand même parce qu'il est à la fois déception et point fort et surprise. Loves qui m'a bien fait fermer ma sale gueule. Voilà, il faut le dire. Hein. Et tant mieux, ça m'a fait plaisir qu'il me fasse mentir parce que il a arrêté de faire des châteaux de sable. Après c'est d'autant plus chiant parce qu'il y a il a perdu gros, notamment avec son énième blessure, parce que sans cette blessure là on peut penser que après avec des signes quoi. Même jusqu'à la dernière course il joue le titre, hein. Moi je sens la blessure, je pense qu'il y va tout droit. Enfin, tu veux dire au bac ou au bac au titre. Peut-être qu'il faisait des répétitions pour ses célébrations de titre, tu sais, avec le t-shirt numéro 1 et tout. Il repérait le meilleur bac à sable. Non, mais ce pauvre Loves, ça m'a... j'anticipe sur les surprises. En fait, il y a au moins une course où il a mis tout le monde d'accord. C'était très très chiant. Alors 3 courses. Non, mais celle où il a fait San Lorenzo, là. Genre, vous me revoyez plus.
Ouais, il en a fait 3 comme ça, parce que j'avais souvenir que les autres n'étaient pas si faciles. Un triptyque, il est intouchable. Les 2 courses en Aragon, c'est une dinguerie, il est au-dessus du lot. Il a dû les faire vachement sur PlayStation, parce que pourquoi ce circuit-là, clac, il est même pas espagnol. Bah, c'est comme Quartaro et Verez, hein, tu sais, des trucs comme ça. Il y a des trucs, ça lui a pété au casque. Donc voilà, et quand tu vois que en gros, c'est pas, il a pas été premier dans un concours de circonstances, quoi. Donc allons. Voilà, bah tant pis pour lui. J'espère qu'il pourra encore faire des choses l'année prochaine, avant les pads. Allez, une petite joie chouette pour finir. Voilà. Bah du coup, t'as enchaîné sur les surprises. J'ai peut-être un peu coupé l'herbe sous le pied, non? Non, bah non. Oh si, un petit peu à Pierre. Désolé. Il remettra une couche. Kevin, les surprises. Alors en surprise, moi j'en ai noté 2, des mecs que j'attendais pas du tout et que premièrement Rémi Gardner, on l'attendait pas et il fait quand même une super saison et il finit notamment super bien la saison avec une victoire au Portugal. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour l'année prochaine. Après, je pense pas que ce soit un mec qui aura le niveau pour aller en MotoGP un jour, ou alors pour jouer les fonds de classement, mais je pense qu'il peut être vraiment pas mal sur la Moto 2 sur la longueur. Et un mec que je connaissais même pas avant le début de la saison, j'avoue, Joe Roberts, je sais pas d'où il sort, et il fait une saison vraiment honnête. Ça avec encore un nom d'américain, ça. Peut-être Joe Roberts. Avec une course un peu chelou au Mans, mais où il a été vraiment fort. Et un podium sur la saison et tout, donc pour moi, j'étais assez surpris, donc ouais, c'est mes 2 surprises de la saison. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose sur Gardner ? Ouais, bah Gardner, impressionnant également, il réussit vraiment à hausser son niveau. Je pensais qu'il plafonnait, que c'était un pilote qui allait toujours être un peu présent aux avant-postes, quoi, mais sans jamais faire la différence. Et j'ai trouvé quand même qu'en fin de saison, il avait marqué ce step nécessaire. Alors il s'est peut-être fait à la moto, je sais pas. Donc c'est intéressant à suivre l'année prochaine. Après, difficile de dire est-ce qu'il a le niveau MotoGP ou pas. Hein. Je pense que sur une Aprilia, il peut convenir. Ça c'est clair. Il fera peut-être mieux que Smith. C'est la saison ça va adorer. Après, pour en revenir à mes déceptions, parce qu'on m'a pas demandé, mais c'est pas grave. Je savais que t'allais y revenir. Je suis un peu déçu de Thomas Luthi, mais on l'a dit. Mais aussi la Fischerine, qui finit 21ème. J'espérais beaucoup plus de lui. J'espérais au moins, un top 6. Ouais, mais au moins il est toujours vivant et ça. C'est vrai qu'il s'en est pris une belle. Oh là là. Enfin, une monstrueuse. Mais c'est pas une excuse, hein. Enfin, je sais pas. Ça y est. Là, sur le pouce, ça fait mourir. Moi, je l'accepte. Non, parce que même avant ça, sa chute et sa blessure, il était pas dans le coup, de toute façon. Donc, non, je suis d'accord. Tu voulais rajouter un petit mot sur Love, sans surprise? En fait, Love, il est partout, quoi. Il est à la fois dans les points forts, les déceptions, les surprises, les bacs à sable, il est partout. Non, mais voilà, je suis exactement comme Steph. Je vais le dire exactement la même phrase. Il m'a fait fermer ma bouche, Love, parce que il y a des fois, il survolait le reste du plateau et clairement, il a montré son talent. Moi, qui pensais que il était plus dans le coup et qu'il forçait trop et du coup, il tombait. Non, il y a des moments où il a encore des instants de grâce qui nous font regarder la catégorie avec des yeux ébahis. T'es ébahi devant le Moto 2, ça? Devant certaines courses de certains pilotes. Non, mais là, la victoire de Gardner, par exemple, également. Ah oui, elle est belle. Il y a des choses comme ça, c'est incroyable. On va clôturer sur cette catégorie Moto 2. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Tu parlais du bloc. Ouais, ce que je disais un peu tout à l'heure, pour approfondir, avant c'était vraiment intéressant quand il y avait le bloc Honda 600 là, mais il y avait des bagarres, le niveau était homogène à chaque course quasiment. Et c'était un attrait de la course Moto 2. Et là, depuis que le bloc Triomphe est arrivé il y a 3 ans de mémoire, c'est l'ennui total. Elles font un joli bruit, c'est super, mais on s'ennuie comme la mort. Donc je pense que la Dorna, il devrait se pencher là-dessus, parce que c'est pas possible d'avoir l'antichambre de la MotoGP qui fait des courses qui donne des courses aussi ennuyeuses. Pour moi, ils doivent trouver une solution comme ils l'ont fait à l'époque en MotoGP. Ils ont trouvé des solutions pour que ça devienne intéressant. Ils doivent le faire pour la Moto 2. Pierre, tu voulais en rajouter une couche? Ouais, pareil, le spectacle, il nous manque le spectacle. Je pense que les pilotes sont là, les équipes sont là.
il manque le spectacle. On comprend pas comment une catégorie qui est censée être homogène, c'est un moteur unique, des pneumatiques uniques, une électronique unique. Donc un peu comme le Moto E qui donne de la bagarre, quelque part cette catégorie ne donne pas très peu de bagarre. Donc voilà, s'il faut supprimer une catégorie, supprimons le Moto 2, faisons une seconde course de MotoGP par week-end. Oh la vache. Ah je sais pas, mettons des MotoGP ou des 500 à ces pilotes et puis qui nous fassent du spectacle, quoi. Les 500 de temps là, tu veux tu veux les tuer là. Ouais, là sur le ministère de l'écologie, ils non, vont mais être ça moyen fera temps, je crois. une Darwin dans le paddock. Ils font pas des 2 temps écologiques depuis le temps, là, maintenant, on n'a pas trouvé des solutions. Ouais, avec de l'huile synthèse. Non, mais ce que je voulais bien, c'est qu'ils fassent comme à Center Park, au-dessus du circuit, ils font une grosse bulle. Comme ça, ils récupèrent tous les gaz d'échappement et ils les enfouissent dans du béton. Ils les recyclent. Ouais, puis c'est nous qui les respirons sur le bord de la piste, nickel. Bah oui. Moi, je plus sois sur le fait qu'on se fait chier la bite devant les courses et que c'est plus le championnat qui nous a intéressé que les courses. Sauf justement tiens, lui je l'aurais pas vu gagner. Mais en termes de baston, en termes de intérieur, extérieur, et je te la remets, non, que dalle. Alors moi j'avais tendance à avoir le bloc triomphe d'un meilleur œil que Kevin, mais pas parce que je le trouve bien en soi, ou même le bruit, c'est que j'ai l'impression que les rookies MotoGP maintenant, ils ont la grosse patate, mais j'avais l'impression que ça faisait que les rookies, des fois justement, ils passaient direct en MotoGP au bout d'un an. Ça n'a peut-être rien à voir, mais... Mais après, t'as sans doute pas tort. La passerelle est peut-être moins compliquée depuis l'arrivée de ce bloc entre le Moto 2 et le MotoGP, parce que les performances sont plus proches. Avant, avec le bloc 600, elle passait pas 300 km/h. Maintenant, elle les passe. Moi, l'impression que j'avais, c'est que des fois des rookies, c'était vraiment la roulette russe, mais avec un Beretta, parce que tu voyais des rookies qui étaient pleins d'avenir, et en fait pas du tout. Ils en chiaient, et ça a failli arriver avec Morbidelli. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Morbidelli est arrivé, c'était fringant. Ouais, mais attends, t'as vu la bécane c'était la Honda. Oui, non, mais on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un taré comme Stoner, et que en fait il les nique tous, même avec une brêle de merde. Et pas du tout. Et même quand Quartararo a commencé à lui tailler des shorts chez Petronas, je me dis, mais attends, c'est quoi cette connerie? Et Morbidelli, il m'a refait mentir, enfin, après Loves, parce que, il s'est sorti les doigts de manière assez spectaculaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, d'ailleurs, là, je suis un peu hors sujet, peut-être, mais... Les doigts ou les coquinou. Mais tu vois, quand tu vois que Fabio gagne les 2 premières, tu dois se dire, le gars, il va se pendre dans son motorhome, ça va être une catastrophe, quoi. Non, après, il flamboie. Ce que deviennent les rookies aujourd'hui en MotoGP, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins erratique que dans l'ère 600. Mais c'est pas faux. Mais c'est, on verra. L'année prochaine, il y en a beaucoup qui montent. Notamment chez KTM et Ducati. Moi, KTM, ils m'ont surpris en draftant. C'est Martin qu'ils ont drafté très tôt dans la saison, en plus, non? Enfin, en même temps, il est de la maison. Non, c'est Ducati. Autant pour moi, excuse-moi. Qui a pris à KTM, justement, parce que c'était c'est un gars qui est issu de la filière, et hop, tiens, vas-y, je te le pique. Et tout à l'heure, on parlait de Poncharal qui était déçu d'avoir pris Petrucci parce que Dovi était dispo, et je pense que il doit aussi être déçu d'avoir Petrucci, sachant que Martin aurait aimé monter et qu'il est de la filière de KTM. Je pense qu'entre les deux, il vaut mieux avoir Martin que Petrucci. Ça. Voilà. Après, il a moins d'expérience. Petrucci va amener de l'expérience, mais entre les deux, je me serais pas trompé. On peut dire au moins que Petrucci il aura pas de pression, quoi. Pas comme chez Ducati officiel. Comme tout le monde s'attend à ce qu'il soit ridicule, s'il fait un podium, ça va être le champagne. Non, mais on lui souhaite. Je suis sûr qu'il va gagner une course. Moi, je lui souhaite aussi, parce qu'en termes de personnage, il a l'air sympathique, mais c'est juste parce qu'il a une bonne tête. Ça se trouve, c'est un fiefé connard. Il a un parcours atypique. Ça, c'est assez sympa. Je trouve de venir du super stock et tout. Ouais, ça c'est cool. Et il a passé son permis d'ailleurs récemment. C'est vrai, en plus, ça avait fait les gros titres. Ça avait fait les clics aux putes, genre, Petrucci passe son permis. J'imagine l'examen. Ouais, mais ça se trouve, il a galéré pour le lent. Les vitesses, elles sont pas dans le même sens. C'est quoi cette histoire? D'où il me déconne sur la piste, quoi. Il y a quelque chose à rajouter sur le Moto 2, tout le bazar? Moi, non, je crois que j'ai fait le tour, ouais. Ouais. Ouais, on aura le droit le retour des wildcards a priori l'année prochaine. Ah oui, on n'a pas fait un petit chapitre petite news. Il y a ça, et j'ai cru voir autre chose passer, mais j'ai oublié, je suis bête, j'ai rien noté.
Alors, moi, de ce que j'ai en tête, a priori, la Dorna aurait refusé un 3e guidon du HRC. Ça fait beaucoup sur une bécane, 3 guidons. Excusez-le. T'es chiant, Steph. Je sais. je suis l'oncle gênant. Ils auraient toujours en tête de faire courir Dovi, quoi. Ouais, mais Dovi a dit qu'il voulait pas rouler s'il avait pas un siège à l'année. Oui, donc c'est pour ça qu'ils ont demandé un 3e guidon. Et qu'ils ont pas eu. Ouais. Pourtant, Dovi, il est habitué à la 3e Honda Repsol. Oui. Il la connaît. Ouais, mais bon. En quelle année? En 2011? Ouais, c'est en 2011 ouais, où quelque chose comme ça, ouais. il y avait 3 Repsol avec Pedrosa, Stoner et Dovi Zozo. Et Mais franchement, si Avintia il casse des contrats, pourquoi Honda il casse pas le contrat de Paul, quoi? J'ai envie de dire, c'est lui qui bloque là. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont l'air contents de l'avoir. Hein. Ouais, ils lui ont filé une moto déjà hier. Ouais. Mais ouais, moi je pense qu'en plus ça va marcher pour l'Espargaro sur la Repsol. Sans aucun doute. De toute façon, dès qu'on dit un truc, ils nous font mentir. Donc, dès qu'on dit que Paul il est nul, je suis sûr que l'année suivante, il va tout déchirer. Moi, j'avais dit qu'il en gagnerait pas sur KTM, il en a pas gagné. Hein. Ouais. Mais c'est parce que t'es plus prudent que moi et Steph sur tes prédictions. Ouais. Mais c'est dommage pour Dovi à l'âge qu'il a et le niveau qu'il a, c'est dommage qu'il aille faire. Enfin, qu'il trouve pas de guidon, quoi. Ou... ça c'est vraiment dommage. Bah, au vu du plateau, oui, il a encore sa place, quoi. Au vu des performances générales du plateau. Ah bah oui, largement. Après, il a aussi décidé de partir parce qu'il trouvait pas ce qu'il voulait chez Ducati, et puis ça a tellement traîné que tout est pris, c'est normal, hein, c'est le jeu. Ou alors il faut imposer un mercato, comme en football, avec des dates précises, etc. Ouais, non, ça va être la merde. Ça c'est compliqué, je pense. Après, tu vas bloquer les pilotes en Moto 2 pour monter. Bah ouais, mais je sais pas s'il y a un moyen d'empêcher les écuries de signer des pilotes un an avant, quoi. Enfin, ça, je comprends pas. Après, c'est compliqué. Enfin, moi, il y a pas mal de gens qui il y a pas mal de gens qui râlent là-dessus, mais en vrai, c'est compliqué parce que les pilotes, on impose à des mecs quand même d'avoir moins d'1 an de visibilité d'avenir sur leur contrat. C'est quand même des sportifs pro et tout, donc dès qu'ils peuvent signer un contrat et sécuriser un peu d'argent, ils le font. Non, mais c'est les pilotes évidemment, mais globalement dans l'écosystème, ça me surprend quand même. Parce que ça mène parfois à des vastes blagues. Hein. Enfin, là, j'en ai pas en tête, mais... la blessure de Marquez, là, si il revient pas, je pense que ça va en refroidir pas mal, hein, parce que signer 4 ans... Le contrat de 4 ans, il commence cette année. Ouais. Ah ouais, en plus. Donc là, s'il revient pas correctement, il y a les indemnités journalières de la CPAM, ou bien il est au-dessus du plafond, je crois. Non, mais est-ce que dans leur contrat, est-ce que dans leur contrat, ils ont pas un nombre de courses minimales par saison? Il doit y avoir aussi des assurances à Watt 1000, comme quand les footballeurs ils se font assurer la rotule, quoi. Enfin, j'imagine. Après, je pense qu'ils ont des assurances pour la prise en charge du salaire du pilote, mais à mon avis, c'est pas ça qui les inquiète, c'est de pas avoir un mec qui tient la route, parce que d'être obligé de faire rouler Stéphane Bradel, c'est ça qui les emmerde, à mon avis, tu vois. Donc, surtout passer d'un titre d'une année où ils ont gagné quasiment toutes les courses à une année où t'en gagnes aucune, c'est dur. Là, même Puig, il avait du mal à mentir en disant c'est pas la moto le problème, c'est les pilotes. Pourtant, Puig mentir, il sait faire. Il a un DESS, le mec. Il est des meilleurs en mensonge qu'en moto. Hein. On se souviendra de la véranda. Je te jure. Bon, messieurs, sur ces très bonnes paroles. Belles paroles. Oh, ça commence bien l'année, c'est bien. Ouais, je savais bien. Ouais. Les petits vieux Kevin, du est-ce que Muppet. tu viens avec un de tes collègues pour le débrief MotoGP? Eh ben écoute, moi si l'invitation tient toujours, bien sûr, avec plaisir. Toujours. Avec plaisir. Les collègues, il faut que je fasse le point. Je sais pas si ça va être possible, mais au moins moi, c'est sûr, je serai là. Ok. Avec plaisir. Nous, on s'organisera pareil de notre côté. La même idée. Un petit bout d'équipe et puis voilà. Parfait. Messieurs. Eh bien, merci. Lavez-vous bien les mains. Mettez des masques. Sur ce, Kevin, salut. Merci beaucoup de l'invitation. Pierre, salut les gars. Puisque bientôt 1 an. Ouais, là, il a fait 9 mois là. Ouf. Les dents. Ouais, les couches aussi. Les couches. Mélange pas les dents et les couches. Steph, écoute, ça bricole. Ça va faire du copeau bientôt, donc c'est cool ça. Ça va faire du copeau. Ça va chier. C'est cool. Pinocchio, il va en baver. Mais je m'attaque qu'au nez pour l'instant. Ça s'agrandit facilement, ça.
Bon allez, à la prochaine. merci à tous, Ciao. à bientôt. Bonne Ciao. soirée, salut.